bonjour à toutes et à tous. Merci donc de votre présence pour cette petite conférence, comme Magali l'a dit, qui va durer à peu près une demi-heure et où je vais vous parler de nos travaux, puisque Magali présente ça comme mes recherches, mais il se trouve que la totalité de ces recherches, on les a effectuées ensemble. Donc voilà, les travaux qu'on a effectués ces dernières années en ce qui concerne, effectivement, l'entretien judiciaire à destination des personnes suspectées, donc prévenues, mises en cause, infracteurs, etc. Et puis particulièrement un protocole qui est celui de l'entretien cognitif, très célèbre entretien qui est initialement prévu pour les témoins et victimes, et dont on a travaillé sur une adaptation française, francophone, au public des suspects. Voilà. Donc, la première étape de nos travaux de recherche n'ont pas été de se focaliser tout de suite sur le protocole de l'entretien cognitif, on y reviendra plus tard dans un second temps, mais la première question qu'on s'est posée, c'est quelles sont les techniques d'entretien, d'interrogatoire, et les comportements, de manière générale donc les pratiques, qui sont mises en place par les professionnels durant les entretiens de suspects. Ce qu'on a observé, c'est que en France, il n'existait pas, en tout cas pas à notre connaissance, une analyse scientifique très concrète des pratiques d'entretien à l'égard des suspects. Alors on a des connaissances sur les pratiques d'entretien pour les témoins et victimes, par exemple, sur lesquelles Magali a notamment beaucoup travaillé, et puis pas grand-chose, voire rien du tout sur qu'est-ce qui se passe dans les entretiens de suspects. Donc ça, c'était notre premier constat. Et puis, malgré ça, on avait quand même quelques petits éléments de réflexion, puisque il se trouve qu'il y a des chercheurs d'autres pays qui ont participé à l'élaboration d'une littérature sur le sujet, donc notamment des recherches qui ont été menées aux États-Unis, beaucoup en Grande-Bretagne, au Canada, et puis en Asie, un petit peu en Chine et au Japon. Donc, des études qui nous renseignent en fait concrètement sur qu'est-ce qui se passe dans les entretiens de suspects, que mettent en place les professionnels. Pour résumer, on observe plusieurs types de pratiques. Je vais vous les présenter très rapidement. En gros, ce qu'on observe, c'est peu de pratiques bénéfiques et beaucoup de pratiques néfastes. Alors, quand on dit pratiques bénéfiques, c'est des techniques qui ont pour vocation soit d'aider la personne interrogée à récupérer un souvenir très riche, très précis de l'événement et du coup à avoir un souvenir clair et correct de ce qui s'est passé. Ça, c'est la première catégorie. Il y a plutôt aussi les techniques qui ont pour vocation à provoquer un transfert de contrôle, c'est-à-dire à mettre la personne dans une position qui serait active en fait dans l'entretien, de manière à être assez prolifique sur l'apport d'informations. Et puis on a également toutes les techniques qui sont pour le coup beaucoup plus connues de questionnement ouvert, c'est-à-dire comment formuler les questions pour recueillir une grande quantité d'informations correctes sur l'événement. Donc de manière générale, il va falloir que là, Il doit y avoir un écho. C'est voilà, bon, un écho, je m'en suis un micro qui n'est pas... Ouais, c'est fait. Donc voilà, des pratiques bénéfiques, on en a observé quelques-unes, notamment au Canada et un petit peu en Grande-Bretagne également, mais elles sont quand même assez peu présentes finalement dans les interrogatoires. Ça, c'est ce qu'on a observé. Par contre, au contraire, ce qui a été observé malheureusement, c'est l'utilisation encore aujourd'hui de pratiques néfastes, donc par exemple des pratiques coercitives où on va en fait pousser, alors de manière volontaire ou un peu plus involontaire, la personne interrogée à donner l'information qu'on souhaite, voire à avouer en fait, puisque c'est l'objectif pour certains enquêteurs. Des pratiques agressives avec des comportements physiques mais aussi verbaux qui font preuve un petit peu d'agressivité, et puis des pratiques manipulatoires où là on observe, alors pas forcément de l'agressivité directe, mais des techniques un peu plus insidieuses qui ont pour but d'obtenir des aveux, encore une fois, avec certaines manipulations. Et puis la deuxième chose qu'on observe énormément sur le terrain, c'est un questionnement qui est majoritairement fermé, c'est-à-dire beaucoup de questions qui sont posées par l'enquêteur, des questions courtes et des questions qui appellent à des réponses de type oui, non, ou un petit mot, ou une toute petite phrase, et qui vont pas forcément pousser la personne à s'exprimer librement. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on observe sur le terrain. Une autre chose qu'on a observé, c'est que la formation que pouvaient recevoir les enquêteurs à des techniques d'entretien avait des effets bénéfiques, puisque la plupart du temps, les enquêteurs formés, comme c'est le cas notamment dans les études qui sont réalisées au Canada,
ont tendance quand même à poser moins de questions fermées, moins de questions dirigées et à utiliser un petit peu plus de techniques ouvertes, centrées sur le recueil d'informations. Donc, ce qu'on observe de manière générale, c'est que quand les enquêteurs et enquêtrices ne sont pas formés, alors là, ils vont avoir tendance à utiliser des pratiques néfastes, mais que les formations ont un effet bénéfique. Voilà. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y avait pas d'analyse des pratiques en France, et donc ça a été un de nos premiers objectifs de recherche, à savoir d'observer, d'analyser ce qui se passait dans les salles d'audition des institutions françaises. Donc, on a réalisé des études qui avaient cet objectif-là. Concrètement, pour réaliser ces observations, il y a plusieurs façons de faire que les psychologues connaissent bien, à savoir réaliser soit de l'entretien, du questionnaire ou de l'observation. Et ce que l'on a fait nous, c'est utiliser deux techniques différentes, ce qui a mené à deux études différentes. La première était de questionner les professionnels en leur présentant tout un tas de techniques d'entretien et en leur demandant de s'auto-évaluer, c'est-à-dire cette technique-là, à quel point vous pensez l'utiliser dans votre quotidien. Et puis la deuxième méthode, c'était d'analyser de façon plus directe les comportements qui étaient mis en place. Et pour ça, on a recueilli des procès-verbaux d'audition et on a analysé ce qui était réalisé dans les procès-verbaux. Voilà. Deux techniques différentes qui avaient pour vocation, en fait, de répondre au même objectif, qui était de savoir qu'est-ce qui se passe pendant les entretiens de suspects. Alors, les résultats de ces deux études, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? En France, il faut savoir il y a très peu de formations aux techniques spécifiques d'entretien de suspects qui sont dispensées aux professionnels. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait des techniques néfastes qui soient utilisées. Et il se trouve que c'est ce que l'on a observé. En particulier, on a observé que les enquêteurs et enquêtrices avaient tendance à poser directement des questions à la personne, qui plus est des questions fermées, sans lui laisser vraiment l'opportunité de s'exprimer librement, avait tendance à éviter que les personnes prennent une pause pendant l'entretien, avait tendance à couper fréquemment la parole à la personne durant l'entretien, avait tendance à l'empêcher d'argumenter ou d'essayer de nier, de s'expliquer, mais plutôt de couper court en fait à ce type d'argumentation, et à exagérer parfois les conséquences judiciaires, donc en termes de peine par exemple, que pouvait avoir l'acte pour lequel la personne était interrogée, de manière en fait à créer un peu de sentiment d'inconfort, de pression, etc. Donc ça, c'est les comportements selon une étude que nous avons réalisée auprès d'enquêteurs de la douane, qui sont assez fréquemment utilisés en fait dans les entretiens de suspects. Et il se trouve que ces techniques-là, alors nous on n'a pas observé directement leur impact, mais il y a quand même eu des travaux scientifiques sur leur effet, et il se trouve que ces techniques ont tendance à augmenter la quantité d'informations erronées qui vont être recueillies, donc de détails qui n'étaient pas vraiment ceux-ci dans les faits, mais qui ont été transformés en fait par la situation de l'entretien, et même parfois de faux aveux, donc qui peuvent pousser en fait la personne innocente à avouer qu'elle était responsable d'un événement, d'une infraction, alors même que ce n'était pas le cas. Donc des pratiques plutôt néfastes qui sont observées sur le terrain de manière générale. Et puis, alors chose non surprenante, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans la littérature, c'est qu'il y a une très grande quantité de questions fermées et de questions dirigées qui sont utilisées pendant les entretiens, et très peu de questions ouvertes. Donc ça, cette méthodologie d'entretien, on va dire, elle a tendance à provoquer le recueil d'une faible quantité d'informations correctes. Et en fait, c'est problématique parce que l'objectif d'un entretien suspect est, en grande majorité, de recueillir des informations sur les faits. Donc, voici les conclusions que l'on a tirées de notre observation des pratiques. Alors, il faut savoir que ces observations-là, elles ont été faites dans deux études avec un très petit échantillon, donc c'est pas forcément quelque chose de représentatif de tous les entretiens de suspects que l'on peut retrouver dans les différentes institutions françaises, mais toujours est-il que ça colle en fait avec ce qu'on a observé dans d'autres pays dans la littérature scientifique, donc on n'était pas spécifiquement surprise d'observer de telles pratiques. Voilà. Première réponse,
il y a des points d'amélioration à apporter dans les entretiens suspects. Et comme on l'a précisé, hein, c'est pas étonnant, puisque comme il y a peu d'accès aux formations, en général on est sur des formations continues qui sont accessibles à des petits groupes d'enquêteurs, donc une dizaine, une quinzaine, et puis et qui sont pas accessibles à tout le monde. Hein, et en plus de ça, on connaît pas forcément toujours le contenu des formations. Est-ce que les pratiques qui sont enseignées en formation sont scientifiquement validées ou pas? C'est assez difficile d'avoir l'information. Donc, on n'était pas forcément étonné de retrouver ce type de pratique. Voilà. Suite à quoi, on s'est posé du coup la question qui découle directement, c'est que faire concrètement pour limiter les pratiques néfastes et pour apporter en fait aux professionnels du terrain une aide, puisque c'est là l'objectif en fait de ce type de travail de recherche, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, comment on pourrait les aider du point de vue théorique pour limiter ces pratiques néfastes et pour acquérir d'autres compétences qui seraient bénéfiques pour le recueil d'informations. Et on s'est posé la question de quel protocole d'entretien pour pallier ces pratiques néfastes. Sachant que si on se pose cette question, c'est parce que des protocoles d'entretien suspect, il en existe plusieurs. Certains ont été créés par des professionnels, certains ont été créés par des institutions, certains ont été créés par des chercheurs et chercheuses. Et l'idée, c'est que on va choisir. Un petit peu de micro, je vais vite fait le couper. Voilà, hop, c'est bon, pardon. Et il se trouve qu'on s'est penché sur une technique d'entretien en particulier qui est celle de l'entretien cognitif pour suspect. Donc ce protocole, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein, il a été créé en 2012 par Ed Geiselman, qui est un chercheur américain, un chercheur en psychologie, qui avait lui-même, bien avant, donc dans les années 80, participé à la création d'un protocole pour témoins et victimes, qui est celui de l'entretien cognitif. Donc l'entretien cognitif, c'est un protocole qui a été mis en place, comme je vous l'ai dit, dans les années 80, sur lequel il y a eu énormément de recherches scientifiques. C'est d'ailleurs le protocole sur lequel il y a eu le plus d'évaluations scientifiques et qui a été appliqué par la suite par des professionnels. Et il se trouve que ce protocole, en tout cas auprès des témoins et victimes, a un grand succès puisqu'il permet vraiment de recueillir une grande quantité d'informations correctes par rapport à d'autres protocoles. Et donc on s'est dit que la version suspect pouvait être tout aussi intéressante. Alors pourquoi il est pertinent ce protocole de l'entretien cognitif pour suspect? Parce qu'en fait, il est fondé sur... Bon, déjà, il y a plusieurs étapes, hein, et il est fondé sur des composantes qui ont, on va dire, deux objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'aider la personne à récupérer, comme on le disait, un souvenir très clair de l'événement, de façon à maximiser l'opportunité de recueillir des informations correctes sur l'événement. Et pour ça, en fait, il y a que un protocole qui est basé sur la connaissance de comment fonctionne le souvenir, où est stocké le souvenir dans le cerveau, comment aller le chercher, avec quelles questions. Au contraire, quelles questions ne pas poser pour limiter la récupération de cette mémoire. Et une grande partie des protocoles de l'ECS est fondée pour servir cet objectif-là. Et puis, le deuxième objectif principal, qui en découle directement, hein, c'est comment aider à la communication, parce que la personne, déjà dans un premier temps, est accompagnée pour récupérer le souvenir, mais ensuite, il faut qu'elle dépasse ses limites, c'est-à-dire qu'elle puisse se sentir en confiance pour parler, avoir suffisamment de volonté, en fait, pour adopter un rôle actif et être assez prolifique dans l'entretien. Et alors, la nouveauté de l'entretien cognitif pour suspect, chose qui n'était bien sûr pas présente dans la version témoin et victime, c'est qu'il contient aussi des composantes qui ont pour vocation à mettre en difficulté les personnes malhonnêtes. Voilà, donc des composantes, des petites techniques dont je vais vous parler juste après, qui ont pour but d'augmenter en fait la charge cognitive de la personne, de façon à permettre aux personnes sincères de répondre assez facilement aux questions, aux consignes, et de façon, par contre, à limiter la production d'un mensonge crédible chez les personnes malhonnêtes. Et ça, c'est une spécificité de l'entretien cognitif pour suspect, parce que la plupart du temps, les protocoles qui sont créés servent l'un ou l'autre des objectifs, c'est-à-dire soit ils sont centrés sur le recueil d'informations,
soit ils sont centrés sur ce qu'on va appeler de manière très très grossière la détection du mensonge, mais c'est assez rare qu'il y ait des protocoles qui permettent ces deux objectifs-là, donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce protocole. Très rapidement, je vous le présente, hein, même si bien sûr on pourra en parler plus précisément, mais concrètement, le protocole il a 5 étapes. Donc tout d'abord une phase d'introduction qui vise à établir un contact, à mettre la personne dans toutes les conditions justement pour favoriser la communication. Donc ça c'est la première étape, expliquer toutes les consignes, toutes les règles, tout ça. Suite à laquelle on a une première phase de recueil d'informations qu'on appelle le rappel libre. Alors elle porte tout simplement ce nom parce que l'objectif là du rappel, c'est de laisser la personne s'exprimer sans intervenir et l'inviter à donner sa version complète de l'événement. Voilà. Après le rappel libre, on a une autre phase de recueil d'informations qui est la phase de questionnement, où la personne est invitée à répondre à des questions, donc évidemment avec toute une méthodologie de questionnement, de questions ouvertes, neutres, qui ont pour objectif de faire verbaliser une grande quantité d'informations, dans le but, encore une fois, de recueillir des détails sur l'événement criminel. Suite à cette troisième phase, on a une nouveauté qui n'était pour le coup pas présente dans l'entretien cognitif témoin-victime, qui est ce qu'on appelle la phase de challenge ou la phase de mise en doute. Et c'est à cette étape, pour la première fois, que l'enquêteur ou l'enquêtrice va présenter à la personne interrogée tous les éléments qui pourraient montrer sa culpabilité, donc que ce soit des éléments matériels, des témoignages contradictoires, mais aussi les incohérences du discours, toutes les choses qui ne lui semblent pas logiques, etc. Donc on n'aborde pas en fait ces éléments-là avant la phase de challenge. Et puis la dernière étape, qui est très commune à tous les protocoles d'entretien, c'est une phase de résumé, donc en général on propose la relecture du procès-verbal, et puis une phase de clôture qui a pour but à la fois de favoriser encore le recueil d'informations, puisqu'on propose à la personne d'ajouter des détails sur place, mais aussi de cristalliser un peu la relation de confiance qui s'est construite en fait entre le suspect et l'enquêteur, de manière à ce qu'il soit perçu comme une personne ressource si jamais la personne souhaite donner de nouvelles informations à l'avenir. Donc là, ce que je vous ai présenté, c'est ce qu'on va appeler le cadre de l'entretien, c'est-à-dire les grandes étapes principales, sachant que chacune fait l'objet d'une méthodologie bien spécifique, avec des composantes qu'on va pas forcément présenter ici, mais qui sont précises, qui sont présentées dans le protocole. Et puis à ce cadre d'entretien s'ajoute, et ça c'est la spécificité de l'entretien cognitif, ce qu'on appelle des mnémotechnies, donc des mnémos comme mémoire et technique, des techniques, 4 mnémotechnies précisément, qui ont pour but vraiment là d'améliorer la récupération du souvenir et le recueil d'informations. Ces mnémotechnies, je vous les présente juste maintenant. Les voici. Donc, dans la phase d'introduction, on en trouve 2. La première, c'est la consigne d'exhaustivité. En fait, les mnémotechnies, ce sont des consignes que l'enquêteur va donner à la personne interrogée et elles sont écrites, elles ont été proposées par des scientifiques, elles ont été testées. Donc c'est des consignes toutes faites que l'enquêteur apprend par cœur et qu'il va demander à la personne de réaliser. La première, l'exhaustivité, son objectif, c'est de pousser la personne à donner une très grande quantité d'informations en lui exprimant clairement la quantité de détails qui est attendue. C'est-à-dire qu'on va lui dire, voilà, j'attends que vous soyez très précis quand vous allez me raconter, que vous me racontiez beaucoup plus de détails que dans une conversation normale, même si ça ne vous paraît pas important, pas pertinent, incomplet. En fait, on explicite clairement le niveau de détail attendu avec la consigne d'exhaustivité. Donc ça, c'est la première, et elle a été testée, et il se trouve que elle est efficace, puisque sans l'exhaustivité, on a moins de détails qui apparaissent dans le témoignage, donc elle a vraiment cette vocation à provoquer un côté très actif. Également, dans l'introduction, on en a une deuxième, c'est la consigne de remise en contexte mental. Donc celle-ci, elle a pour but de guider la personne dans la récupération de son souvenir, c'est-à-dire qu'en fait, on va lui énumérer tout un tas de choses auxquelles on aimerait qu'elle pense, qui sont relatives à l'événement criminel en question, ou délictueux, peu importe l'infraction.
Et la personne doit repenser en fait à tout l'événement, donc avec plein de détails multisensoriels, hein, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a senti, mais aussi ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a pensé, etc., etc. Et puis en se concentrant comme ça sur tout ce souvenir, eh bien ça va permettre ce qu'on appelle une récupération d'un souvenir riche, c'est-à-dire qu'elle va prendre le temps de bien repenser et de retrouver plein de détails, tranquillement, qu'elle n'aurait pas forcément mentionné si elle n'avait pas pris le temps de bien repenser. Donc là, on accompagne vraiment la personne dans la meilleure utilisation possible de sa mémoire. Voilà. Et puis, donc ces deux consignes-là, elles existent aussi dans le protocole pour témoins et victimes, hein, et il y a une nouveauté, une nouvelle consigne dans la version suspect, c'est la consigne de dessin. Donc la consigne de dessin, elle se trouve après le rappel libre, et elle a deux objectifs. Elle a l'objectif d'aider encore une fois à recueillir de l'information. Donc l'enquêteur va dire, ben voilà, je vous donne un papier, un stylo, et puis je vous propose de me dessiner telle scène. Alors c'est l'enquêteur qui choisit, hein. Tiens, il y a cette scène qui m'intéresse, la scène dans le supermarché, la scène dans le cinéma, la scène dans la voiture, peu importe. Et le suspect doit en fait dessiner tout simplement, de manière schématique, hein, bien entendu, l'environnement, où il se situait, où étaient les autres personnes, les objets, les actions qui ont été faites, etc. Et donc première vocation, c'est de recueillir de l'information. Et puis la deuxième vocation de cette consigne, c'est d'aider à la détection du mensonge. Alors, même si la littérature scientifique est pas tout à fait claire et nette sur à quel point le dessin permet de détecter le mensonge, il y a quand même des bénéfices pour l'analyse de la crédibilité, puisque déjà, un dessin est clairement comparable avec une réalité. C'est-à-dire que si vous avez une photographie du lieu, vous pouvez directement la comparer avec le dessin. Et puis au-delà de ça, il y a une étude qui a été menée par Albert Vrey, qui est le grand spécialiste du mensonge en Europe, qui prouve a priori que la consigne de dessin permet de différencier les personnes sincères et les personnes malhonnêtes. Alors ça pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est une consigne qui est inattendue, donc en fait la personne interrogée n'a pas forcément l'idée de s'y préparer, contrairement au questionnement où elle a l'idée de s'y préparer. Et puis en plus de ça, il aurait observé des différences graphiques, hein, clairement, entre les personnes malhonnêtes et sincères, et notamment le fait que les personnes sincères rajouteraient plus de détails sur le dessin, mais auraient aussi une vue plus personnelle, quelque chose de plus logique. Alors, à prendre avec des pincettes, parce qu'il n'y a qu'une seule étude qui a montré ça, donc on n'est pas non plus sûr et certain que ça fonctionne à tous les coups, mais ça reste une étape intéressante. Et puis la deuxième mnémotechnique qui est à destination des suspects dans ce protocole, c'est la consigne de changement d'ordre, que certains et certaines connaissent peut-être déjà, qui a pour but de faire rappeler à la personne l'événement à l'envers, en partant de la fin. Donc c'est comme un rappel libre où la personne devrait raconter à nouveau tout ce qui s'est passé pendant l'événement, mais elle commencerait par la fin et puis remonterait progressivement vers le début. Voilà. Ces mnémotechnies-là, elles sont basées sur des connaissances théoriques de comment fonctionne le cerveau, de comment fonctionne la représentation de l'environnement, comment fonctionne la mémoire, et elles ont été testées en laboratoire, bien sûr. C'est pour ça qu'elles ont été incluses au protocole. Alors, ce protocole, il n'a pas forcément pour vocation à rester tel qu'il est, mais en tout cas, quand il a été proposé par Geiselman en 2012, c'est comme ça qu'il était. C'était toutes ces étapes-là. Et ce qu'on a fait, nous, dans nos travaux de recherche, c'est de tester le bénéfice du protocole. Ça, c'était notre objectif, d'évaluer en fait à quel point ce protocole-là, il avait de bons résultats en termes d'entretien, comparativement à d'autres protocoles d'entretien, sachant que ça n'avait jamais été fait jusqu'ici. C'est-à-dire que la méthode a été créée en 2012, et depuis, il n'y a pas eu forcément d'expériences scientifiques qui ont visé à tester le bénéfice de l'entretien par rapport à d'autres protocoles. Donc c'est ce qu'on a souhaité faire. Pour ça, la méthode qu'on a utilisée, alors on a fait plusieurs expériences, c'était pas systématiquement exactement la même méthode qu'on a utilisée, mais il y avait quand même des généralités.
La première étape, c'est de travailler avec des suspects volontaires, des personnes volontaires, de manière à ce qu'on puisse étudier de manière contrôlée, en fait, ce qui s'est passé. On peut travailler aussi avec de vrais suspects dans le cadre d'affaires réelles, mais comme on voulait vraiment évaluer le bénéfice du protocole de manière très contrôlée par rapport à un autre type d'entretien, qu'est-ce que ça nous apporte en termes d'informations correctes, d'informations erronées, d'informations affabulées, est-ce qu'il y a des risques d'aveux, de faux aveux? C'était mieux de le faire avec des participants volontaires, parce que derrière, on peut vérifier l'information. Alors que dans le cadre d'affaires réelles, on peut jamais vraiment savoir si c'est un vrai aveu, on peut jamais vraiment savoir à 100% si l'information est correcte, si la personne ment ou dit la vérité, donc c'est plus difficile de tirer des conclusions. Donc la première étape de notre méthode, c'est placer nos participants volontaires dans le rôle d'un suspect. Donc en gros, on doit les pousser à agir de manière illégale. Alors on ne leur fait pas commettre un grand crime, mais on les pousse à commettre une petite action illégale de manière à ce qu'ils soient vraiment dans le rôle d'un suspect qui a commis quelque chose d'interdit. Donc ça, on le fait avec des protocoles qui ont été proposés par d'autres chercheurs. Et puis une fois qu'on a poussé nos participants à faire ça, et ben là, on va les interroger. Et on va interroger nos suspects avec différents protocoles d'entretien. Donc, évidemment, le CS, donc l'entretien cognitif pour suspect, et puis d'autres protocoles. Donc nous, il se trouve qu'en l'occurrence, on a comparé le CS avec 3 autres protocoles dans 2 études différentes. On l'a comparé avec un entretien accusatoire, c'est-à-dire avec des techniques très néfastes, un petit peu un condensé de ce qu'on voit dans la littérature scientifique de ce qui provoque des faux aveux, ce qui provoque beaucoup d'influence. Ensuite, on l'a comparé avec un autre protocole scientifiquement évalué qui est largement utilisé en Grande-Bretagne. Donc on peut dire que c'est un peu le concurrent de l'entretien cognitif pour suspect, sachant que le CS est américain et du coup le protocole PEACE, P-E-A-C-E, est anglais. Et on l'a comparé avec des pratiques d'enquêteurs français. Donc là, on a formé des enquêteurs, des vrais professionnels de terrain à l'entretien cognitif pour suspect, et on a comparé en fait leurs entretiens à eux avec leurs collègues et avec ceux de leurs collègues qui eux n'avaient pas été formés. Donc on a comparé avec de vraies pratiques qui sont actuellement mises en place sur le terrain en France. Grosso modo, je ne vais pas vous présenter tous les résultats parce qu'on en a eu qu'un, mais je vais vous présenter les résultats principaux et les voici. Donc, je vous ai fait un petit tableau très simple. Donc, vous voyez en ligne l'entretien cognitif pour suspect et en dessous l'entretien standard. Donc là, je vais vous parler uniquement de ça. L'entretien standard, c'est-à-dire l'entretien, le dernier que je vous ai présenté, celui qui a été proposé par des vrais professionnels de terrain. Les techniques standards, c'est en gros, on appelle ça standard, c'est les techniques qu'ils utilisent tous les jours dans leur quotidien professionnel. Donc, si vous regardez la première colonne, on voit que en moyenne, le CS permettait pour chaque entretien réalisé de recueillir environ 130 détails sur les faits. On avait créé un scénario que vivaient du coup nos faux suspects, et sur tout ce scénario, chaque suspect rapportait en moyenne 130 détails. Et les suspects qui avaient été interrogés avec l'entretien standard, donc qui avaient été interrogés par des professionnels non formés, ils ne rappelaient en moyenne que 101 détails durant leur entretien. Donc là, on voit qu'il y a déjà un bénéfice de l'ECS en termes de recueil d'informations, puisque en moyenne, il permet de recueillir plus de détails sur le même événement. Donc, on était déjà contente d'observer ça. Et en plus de ça, vous regardez dans la colonne de droite, la colonne des questions, la quantité de questions en moyenne qui a été proposée par entretien, elle est présentée ici. Donc, en moyenne, un ECS contenait 48 questions, et en moyenne, un entretien standard, celui qui est fait par les professionnels qui ne sont pas formés, contenait beaucoup plus de questions, presque 180 questions, et malgré ça, vous voyez, il y a beaucoup plus de questions posées en entretien standard, et pourtant, on recueillait moins d'informations. Donc ça, ces résultats-là, ils étaient très intéressants parce qu'ils prouvaient que, clairement, l'entretien cognitif pour suspect, il apporte un bénéfice en termes de recueil d'informations. On pose moins de questions et on recueille plus de détails. Donc, déjà, c'était une première évaluation qui était très intéressante pour nous. Et puis, en plus de ça, on a montré au cours d'autres recherches que ce protocole-là, il n'augmentait pas le risque de faux aveux, parce qu'on s'est dit quand même,
c'est bien de vérifier, hein, c'est un nouveau protocole qui a jamais été utilisé sur le terrain. Donc, est-ce que ces petites étapes-là qui visent à mettre la personne en difficulté, le changement d'ordre, la phase de challenge, est-ce que ça va pas risquer de provoquer des choses qu'on n'aurait pas anticipées, du type des faux aveux? Et il se trouve que non. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle aussi, parce que bien sûr, un protocole qui risque de provoquer des faux aveux, on ne le mettrait absolument pas en place sur le terrain, évidemment. Et puis en plus de ça, le protocole de l'ECS augmentait la résistance aux questions dirigées. Donc ça, c'était très intéressant. Parce que, alors j'en ai très peu parlé, mais concrètement, les questions dirigées, c'est des questions qui sont mal formulées, qui suggèrent un élément de réponse, en fait, qui donne à la personne l'élément attendu par l'enquêteur. Donc typiquement, c'est au lieu de demander quelle était la couleur du véhicule, on va demander le véhicule était-il noir. Donc vous voyez, on induit l'élément de réponse dans la question. Alors pas de chance, il se trouve que les questions dirigées font partie de notre langage naturel, en fait, notre langage commun. Et du coup, quand on n'est pas formé, et même quand on est formé d'ailleurs, parce que c'est très difficile de se débarrasser de ses habitudes de langage, on va poser des questions dirigées. Or, il a été prouvé que ces questions-là, elles entraînaient le recueil d'informations erronées, parce que du coup, il y a plus de chances que la personne nous réponde « mais oui, le véhicule était noir », alors qu'il l'était pas, si c'était demandé. Et il y a moins de chances qu'ils disent « le véhicule était noir » si la question c'était quelle était la couleur. Il y a moins de risque d'erreur. Donc, c'était quelque chose d'importance pour nous. Et en fait, dans une de nos études, on a fait exprès de poser des questions dirigées. Donc, on a créé des questions de mauvaise qualité et on les a posées aux suspects pour voir un petit peu comment ils allaient réagir. Et il se trouve que tous les suspects qui étaient interrogés avec l'entretien cognitif avaient tendance à résister aux questions dirigées. C'est-à-dire qu'ils disaient plus facilement « mais non, le véhicule n'était pas noir, je ne sais pas pourquoi vous dites ça, il était... » Non. Alors que dans un entretien standard, pour le coup, il y a moins de résistance, donc les personnes vont assez facilement valider la fausse information qui est proposée par l'enquêteur. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Cet effet-là, d'ailleurs, existe aussi dans la version témoin et victime. C'est pas une nouveauté en soi. Alors, avant de passer à la dernière partie, voilà, ces résultats-là, ils étaient très encourageants pour nous de manière générale, puisqu'il semble qu'il n'y ait que des avantages à utiliser ce protocole-là de l'entretien cognitif pour suspect. Je ne dis pas que c'est quelque chose d'universel et de complètement vrai, parce qu'il y a eu assez peu d'études finalement sur le sujet, mais quand même c'est assez encourageant pour aller tester un petit peu plus sur le terrain, plus précisément, avec d'autres publics, etc. Très encourageant. Mathilde, avant que tu introduises ta troisième partie, juste pour te dire qu'il 5 minutes. Ouais, très bien. Conclure en 5 minutes pour qu'on ait le temps de poser des questions derrière. Ouais. Merci. C'est vrai que ça passe vite. Ouais, je fais ça assez rapidement. Donc la dernière partie, elle portait sur l'application de ce protocole sur le terrain. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que c'est pas parce qu'on crée un super protocole en laboratoire, c'est-à-dire qui marche bien dans des études scientifiques, qui marche bien dans le cadre de j'ai le temps, je vais tester le protocole, que ça va être tout aussi bénéfique et applicable sur le terrain, parce qu'on sait qu'il y a énormément de contraintes, qu'elles soient des contraintes administratives, clairement, mais aussi des contraintes temporelles, des contraintes un peu plus relationnelles peut-être entre l'enquêteur et le suspect. Donc on s'est dit, le protocole a l'air bien, clairement, d'un point de vue théorique, mais il faut qu'il soit applicable. Et donc, ce sur quoi on s'est basé aussi pour avoir cette réflexion, c'est que au niveau de l'entretien cognitif témoin, on a déjà observé que malgré les formations, il y avait un risque d'abandon des pratiques. C'est-à-dire qu'après les formations, les enquêteurs et enquêtrices utilisent assez bien le protocole, et puis petit à petit vont tendre à abandonner une composante, ou deux, ou trois, et puis ne plus poser aussi bien les questions, etc. Donc en gros, revenir à des pratiques finalement assez néfastes. Et il se trouve qu'on a identifié tout un tas de différents facteurs qui pouvaient influencer du coup l'application de ces pratiques acquises en formation. Alors parmi celles-ci, il y en a deux principales, c'est l'utilité perçue du protocole et l'applicabilité perçue. Concrètement, si en tant qu'enquêteur,
je trouve pas que cette composante ou que le protocole de manière générale est utile, alors je ne vais pas l'utiliser. Donc ça, c'était la première chose. Et puis, au-delà de l'utilité, il y a l'applicabilité. C'est-à-dire, je peux trouver ça utile, mais est-ce que je vais réussir à le mettre en place? Est-ce que j'ai suffisamment, par exemple, de confort matériel? Est-ce que j'ai suffisamment de temps? Est-ce que je maîtrise suffisamment le sujet pour pouvoir le mettre en place? Ça, c'est une autre question qui est d'importance capitale. Et puis, au-delà de ça, l'utilité de l'applicabilité, il y a un autre gros facteur psychologique qui est responsable de l'application, c'est la motivation. Est-ce que je suis motivée? Est-ce que j'ai envie, finalement, en tant qu'enquêteur, d'appliquer ce protocole? Sachant que la motivation, elle est elle-même sous-tendue par des sous-composantes qui sont le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire à quel point je me sens capable de l'appliquer, le sentiment d'autonomie, c'est-à-dire à quel point j'ai du libre choix, de la liberté décisionnelle, ou à quel point, au contraire, on m'empêche de l'appliquer, et le sentiment de soutien social, c'est-à-dire à quel point je me sens soutenue d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue matériel, d'un point de vue émotionnel, quand j'applique ce protocole, ou au contraire à quel point je me sens exclue concrètement. Donc tout ça, on a souhaité l'observer pour voir s'il y avait un impact en fait sur l'application. Notre objectif, c'était de mesurer les facteurs de risque d'abandon, et pour ça, on a interrogé des enquêteurs et enquêtrices de la gendarmerie qu'on a formés à l'entretien cognitif pour suspect, et ce à différents temps. Avant la formation, juste après la formation, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Et puis on a voulu observer le lien entre ces différents facteurs que je vous ai présentés jusqu'avant et l'application réelle du protocole. Très concrètement, les résultats, je les fais simplement, même si c'est encore à creuser, mais ce qu'on a observé, c'est que certaines composantes du protocole sont peu appliquées. Et ça pour 2 raisons différentes. Soit elles sont perçues comme peu utiles, donc l'enquêteur se dit non mais ça je trouve que ça aide pas forcément, je trouve que ça n'a pas forcément d'utilité, donc je le mets pas en place. Soit elles sont perçues comme utiles, mais les enquêteurs n'ont pas bénéficié d'une formation assez longue et n'ont pas de sentiment de maîtrise assez fort de ces composants. Donc comme ils sont pas forcément à l'aise, typiquement c'est le cas de la remise en contexte mental, de la consigne d'exhaustivité, etc., alors ils vont pas forcément le mettre en place, alors qu'ils aimeraient bien. Donc là, on est sur une problématique de formation et pas de perception. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a observé un lien, une corrélation entre le soutien perçu, donc à quel point je me sens soutenue, et l'application à long terme. Ce qui pourrait vouloir dire, par exemple, que s'il y a un seul ou 2 enquêteurs qui sont formés dans une brigade à ce protocole, peut-être que le fait d'être isolé en termes de méthodologie de leurs collaborateurs pourrait faire que finalement ils vont revenir à leur pratique plus commune s'ils se sentent pas suffisamment perçus du coup par leurs collègues, par leur hiérarchie, etc. Donc des questions se posent à nous en termes on va dire de l'amélioration du protocole, donc pourquoi pas enlever les pratiques qui sont perçues comme inutiles, insister en formation sur les pratiques complexes à mettre en place, et puis réfléchir à ces problématiques de soutien aussi de la hiérarchie dans l'application. Voilà, j'ai terminé, j'ai dépassé les 5 minutes que Magali m'a autorisé, mais j'avais vraiment à cœur de vous présenter tout ça, et je vous propose maintenant pour le coup de poser des questions.